Bienvenue, Asmaël Haji. Merci Rachid. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est Je moi. rappelle que vous êtes président de l'association Tizi et que ça fait un mois quasiment jour pour jour. Oui, tout à fait. Fier Oui. d'être présidente. Tizi Tarek Nouziad Initiative. Ouais, et d'être présidente aussi, sinon ça fait... Oui, oui, aussi. Je vais pas dire votre âge, si je peux le dire. Si, 26 ans. 26 ans. 26 ans, présidente. Oui, il est temps. Il est temps ou il était temps? Il est temps. C'est la première fois qu'il y a une présidente d'ailleurs là. Non, c'est la deuxième fois. On a la première présidente de Tizi d'ailleurs enfin le premier président. La première, c'était une présidente, donc Zineb. Et puis voilà, aujourd'hui Tizi voit une deuxième Donc présidente. la femme reprend sa revanche au niveau de Tizi. Of course, elle reprend son rôle naturel. Son rôle naturel. Oui. De présider. Oui. Une femme c'est-à-dire que une femme est destinée à présider, c'est ça? Tout comme l'homme, tout citoyen, enfin l'humain est destiné à prendre le relais. Voilà, c'est en l'alternance. interne. En tout cas, vous avez réussi, j'ai envie de dire, à battre un homme, parce que vous étiez en finale avec un homme, On va dire ça. Habib Boutayeb, et vous l'avez Oui, battu assez largement d'ailleurs. Oui, ça va. Hein, ça va, c'est hein? En fait, c'était un exercice démocratique très très intéressant. Hafid aussi a mené une super campagne. Mais donc les votes ont décidé au final autrement. Donc c'était un exercice démocratique. Mais les votes, c'est parce que vous êtes une femme ou parce que vous êtes non, je pense Asmaël pas. Haji par rapport à ce que vous incarnez? Je pense pas. À Tizi d'ailleurs, on n'est pas sur cette logique de parité, on va dire positive. C'est plus la méritocratie. Donc les votes ont décidé ça suite à une campagne qui a présenté un bilan d'activité avant. Fin de l'année passée, des deux candidats, que ce soit Hafid ou moi-même. Et puis, donc il y avait le bilan des activités de l'année passée, ce qu'on avait fait en tant que membre actif à Tizi, et puis la vision pour... de développement, et d'ailleurs on va en parler. En tout cas, vous succédez à un homme. Oui, tout à fait. Rassan Meshkroun qui vous a laissé un héritage. Ouais. Exactement, oui. Rassan Meshkroun a démissionné... c'était un peu compliqué son mandat. Vers la fin de son mandat. Oui, ouais. Oui, c'était... On va dire, c'était pas vraiment compliqué, mais il était plus, on va dire, vous savez, à Tizi, on a un pacte. Le pacte, c'est que vous restiez fidèle à vous-même et à vos valeurs. Et quand cette personne-là, vos valeurs rentrent en contradiction avec votre posture à Tizi, vous êtes libre, hein, vous faites le choix. Donc, c'était un choix qui se respecte. Rassan a effectivement démissionné. Mais Tizi a vécu, c'est-à-dire qu'il a laissé quand même une relève, des personnes qui ont été derrière des projets, et puis l'activité a continué, même cas, après le départ. Ça repart parce qu'il y a eu une période, je sais, un petit peu difficile. Un tout petit peu, mais il y avait des cellules qui étaient actives, tout à fait, voilà. En tout cas, la vocation première de Tizi, c'est de créer, de produire. Parce que vous êtes une espèce d'usine à production de l'énergie et de la citoyenneté positive. Tout à fait. Alors, citoyenneté positive, ça c'était plus le slogan de la campagne. Oui. Mais par rapport à la vocation principale de Tizi, c'est de réinvestir en politique et surtout réinvestir en politique ou réinvestir le champ politique? Le champ politique, pardon. Ouais. Réinvestir le champ politique, surtout la conscience des jeunes, des citoyens, en matière de politique dans leur pays, qui sachent ce qui se passe, les partis politiques, les institutions, qui fait quoi, qui doit rendre des comptes, sur quoi, comment, quel est l'impact de ton vote sur ton avenir, après 5 ans, après 10 ans. Et puis, de faire émerger des leaders, de dire, OK, très bien, il y a des choses qui se passent, mais vous, en tant qu'humain, en tant que citoyen particulier, vous pouvez faire des choses. Et il y a un concept sympathique, très sympathique, qui s'appelle le leadership, et dans la base, et on vous donne une situation un petit peu compliquée, peu de moyens, peut-être, et un ensemble de personnes qui sont autour de vous, qui sont très confortables avec ces petits problèmes au quotidien. Et donc, on veut faire émerger le leader en vous qui dit, hop, réveillez-vous, on doit faire quelque chose. J'ai envie de vous dire, dans la situation politique dans laquelle on est, c'est un peu compliqué. Le champ politique, le débat public, le débat politique. Aujourd'hui, est-ce que là, du coup, il n'y a pas plein d'exercices aussi Tout à fait. Au contraire, moi je trouve que c'est un champ, c'est un champ très versatile pour apprendre, justement pour renforcer cette cause pour nous, de investir dans la conscience politique chez les jeunes, et aussi de faire émerger des leaders. Mais investir la conscience politique aujourd'hui dans un environnement politique un peu compliqué, on n'y voit pas très clair, une majorité très hétéroclite, pas forcément de prise de parole du personnel politique. Je ne vais pas vous demander de porter un jugement sur la classe politique, mais voilà, on a l'impression qu'en fait beaucoup, d'ailleurs, on a reçu un invité la semaine dernière qui nous disait mais il y a une démission du politique aujourd'hui, qui disparaît, on ne le voit plus, il n'y a plus de prise de parole publique,
Donc comment on fait quand on est à Tizi, quand on croit en Tizi, quand on préside cette association? Vous avez en parallèle, vous avez aussi de nouvelles formes de contestation. C'est-à-dire que le citoyen lui-même, qu'il soit jeune ou pas, il va exercer son rôle de citoyenneté. Il va quand même s'exprimer. Et il va quand même s'exprimer. Et aujourd'hui, on a des moyens, on a de la e-contestation des jeunes, on a vu les normes. Et ça, c'est pas qu'au Maroc, c'est partout dans le monde. Donc, il y a quand même des mouvements de boycott qui ont été organisés. Il y a eu, notamment en France, le mouvement des Gilets jaunes, etc. Mais ça veut dire que le citoyen lui-même, qu'il soit jeune ou pas, il est capable d'exercer son rôle. C'est-à-dire que même si on lui dit rien, même si on lui parle pas, même si on le méprise. Même si on considère qu'on le méprise aussi, donc il va prendre la parole. Donc vous inscrivez donc aussi le rôle de Tizi, c'est de retracer ce canal. C'est une espèce de capteur. Parce que en fait, ce qui se passe avec aujourd'hui les nouvelles formes de contestation, c'est que ça débute comme ça. C'est un peu orphelin. Ce n'est adopté par aucun. C'est mouvement spontané, plus ou moins anarchique. Voilà. C'est vous et moi qui ont les mêmes problèmes et on va appeler la troisième personne, la quatrième, on va dire c'est pas normal et ça retombe sur on va dire c'est le résultat sur le pouvoir d'achat, sur l'inflation, la hausse des prix, etc. Mais sans faire le lien avec les problèmes majeurs qui sont source de tout ça. Donc le rôle notre rôle aujourd'hui en tant qu'association, c'est de refaire le lien, de recanaliser ces énergies, de leur expliquer, de leur redonner confiance dans le processus politique, le circuit politique, de leur dire si vous voulez changer les choses, venez. Engagez-vous en politique ou c'est quoi? Déjà, intéressez-vous au processus politique. Sachez un petit peu comment l'architecture se passe et qui doit faire qui doit faire quoi. Exactement. Et que la détérioration du pouvoir d'achat n'est que la conséquence d'un choix, d'une option économique, par exemple. Exactement, en fait. Tout à fait. Et là, il y a une adhésion des gens. C'est ce qu'on essaie de faire. Parce que le fait de dire aujourd'hui, moi, je n'ai pas confiance dans la politique dans mon pays, ça peut être une opinion qui se respecte. Mais est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous savez comment la sphère politique s'exerce? Est-ce que vous êtes capable de faire le lien entre le vote, soit le vote communal, régional, national que vous faites, et l'aboutissement de tous ces projets, on va dire, de loi, et après 5 ans, après 10 ans, ou pas? C'est ça. Il faut d'abord connaître, et puis prendre position, dire tiens, je vais m'engager. C'est-à-dire avant de juger, déjà être engagé dans un processus pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. En tout cas, on était au bout d'un mois. Vous avez dit moi je peux faire aussi dresser un premier bilan. Vous avez organisé un premier événement. Oui. Au niveau de l'association Tizi, c'était à Marrakech. C'était samedi dernier. Le 1er décembre. 1er décembre, oui, tout à fait. Donc vous êtes intéressé, alors je me suis dit, je vais poser quand même la question à Asma El Hadji, parce que je me suis dit, première action de votre présidence, c'est direct, vous êtes orienté sur une problématique, en tout cas une approche thématique femme. Alors je me dis, est-ce que ça manque pas un peu d'originalité, ça? Est-ce que c'est pas orienté aussi, non? Non, pas du tout. C'était, en fait, pour l'événement, il avait, parce qu'on a aujourd'hui une antenne à Marrakech de Tizi qui est active depuis un peu plus d'1 an. Et cet événement-là. Vous l'avez dirigé d'ailleurs, que vous étiez. Oui, j'étais sur la tête de l'antenne. Et donc cet événement-là, il s'inscrivait déjà dans la feuille de route de l'antenne qui arrivait à échéance jusqu'en décembre. Donc il était déjà inscrit dans un événement qu'on appelle Masara Idat, parcours de leader, et qui met la lumière sur le parcours de femmes, on va dire, leaders au Maroc, dans différents domaines. Pourquoi s'intéresser aux femmes leaders et pourquoi ne pas s'intéresser aux femmes tout court? Femmes marocaines dans le monde rural, femmes marocaines dans la sphère, dans la sphère périurbaine, je peux dire, ou urbaine. Pourquoi tout de suite, est-ce que c'est pas élitiste? C'est-à-dire, moi, je m'intéresse à la femme, ok, mais la femme leader? Pas du tout, parce que le public, justement, on prend tout le monde. C'est-à-dire, on fait en sorte qu'on organise dans un, on va dire, un organisme qui nous accueille, qui s'appelle Dar Saïda, qui est au milieu de Marrakech. C'est un organisme, c'est un café littéraire, et donc, où il y a toutes les typologies de femmes qui sont là, qui viennent, qui assistent. C'est pas du tout élitiste, au contraire. Et le but de ramener des femmes leaders, c'est de donner l'exemple, de dire quel que soit, parce que effectivement aujourd'hui, si on constate le résultat, c'est effectivement des femmes leaders, mais on prend un retour sur leur vécu, sur comment elles ont commencé. C'est-à-dire tout leur parcours. Voilà. Donc du coup, il y avait Aïcha Chenna, il y avait Nabila Mounib et Asma Mrabat. Exactement. Ça, c'était durant le dernier Masala Idat. La thématique, me semble-t-il, sur la femme marocaine et les différentes formes de lutte et de militantisme. Oui, voilà. Est-ce que ça manque pas un peu d'innovation, ça? Voilà, vous avez 26 ans, vous êtes dynamique, vous êtes ultra connecté. Est-ce que j'aurais moins modestement,
apprécié, aimé en tout cas, qui est une thématique beaucoup plus centrée, beaucoup plus, voilà, pas aussi vague. C'était le cas avant dans les deux thématiques précédentes qui ont précédé cet événement. C'était le cas. On avait pris des femmes, on va dire, du monde de l'entreprise, tout court, pour parler de leur du parcours, monde associatif, de l'entrepreneuriat. C'était le cas, effectivement. Donc après la troisième, on voulait faire rapprocher ces personnalités-là, que tout le monde connaissait, en fin de compte, de notre public. Et de démontrer qu'elles y sont pas arrivées par hasard et à la fin non, même pas par hasard, qu'elles leur ressemblent. Qu'elles leur ressemblent. Ah oui, mais physiquement elles se ressemblent, on est tous marocains. Pas physiquement, mais dans le parcours. Ah, dans le parcours. Dans le parcours, voilà, vous voulez en venir là. Non, je veux pas en venir là. J'ai été surpris par une chose. Dites-moi. Et je pose toujours la même question chaque fois que je reçois des militantes féministes. Alors, je sais pas si vous êtes féministe. Non. Vous n'êtes pas du tout. Non, militante, oui. Militante, oui, mais citoyenne. Oui. Féministe, non. Non. Il y avait un panel, il y avait 3 femmes pour parler de problématiques de femmes. Et il n'y avait pas un seul homme. Est-ce qu'on peut faire avancer le schmilblick, comme on dit, quand on convie des intervenantes pour parler de problématiques de femmes, sans hommes, Alors dans le public, il y avait vous n'avez pas exclu, oui, dans le public, mais sur le panel. Non, pas du tout, pas du tout. Parce qu'en fait, ce qu'on voulait faire, c'est que c'est juste d'inviter ces intervenantes-là qui vont parler de leur parcours. D'abord, ce qu'elles étaient, d'où elles viennent, quels étaient leurs parcours, quels étaient les challenges, et ensuite comment elles sont devenues leaders, comment elles ont porté des causes. Donc le message, il était destiné, c'était vraiment cette architecture-là. Après, le fait de ne pas avoir un homme sur le... la vérité, on ne l'a pas vraiment pensé. C'est vrai que, effectivement, esthétiquement, ça a l'air... Non, pas esthétiquement, intellectuellement, je veux dire. C'est pas... Vous voyez, c'est on peut parler d'une problématique d'hommes, par exemple, parce qu'il y a des femmes aussi, des hommes aussi qui sont victimes de formes de violence aussi, Possible, mais c'est juste que c'était un choix. C'est un choix, voilà. On n'est pas contre, vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas contre, mais le cycle de conférence tel qu'il a été pensé, il a été pensé pour mettre la lumière sur le parcours de femmes leaders. On peut aussi mettre la... Oui. Voilà, donc le choix des hommes, c'était pas approprié à cette conférence en tout cas. Pas forcément, non. Mais c'était juste parce que en fait, les gens, c'est un peu dans le concept lead by example. Les gens, ou bien on va dire la gente féminine en général, elle va plus se sentir proche et elle va plus faire le lien et dire que c'est possible parler, en fait. Quand c'est une femme qui lui parle. Et quand elle voit que c'est le parcours d'une femme. Là, c'était le premier événement. Est-ce que vous avez l'intention lors de votre mandat, parce que je rappelle, Asma El Hadji, que vous êtes élu pour 1 an. Oui. Donc jusqu'en décembre 2019. Oui, tout à fait. C'est ça, jusqu'au 1er décembre 2019. De vous intéresser aussi à des problématiques comme l'avortement, comme les... Non. Je c'est choses qui concernent aussi la femme sur des sujets de société. Est-ce que non, ça va pas être sur l'héritage et des choses comme ça. Non, ça va pas être. C'est pas notre vocation. D'accord. Notre vocation, c'est de susciter des vocations. D'accord. Citoyennes, que ce soit des hommes ou des portraits. femmes. Voilà. Vous êtes citoyen marocain, votre pays est souffrant, prenez les choses en main. Si vous nous dites que c'est pas possible, voici des exemples. Que ce soit des exemples mais vous abordez pas les thématiques. Non, pas de thématiques. Parce que c'est trop sensible. Pas parce que c'est trop sensible, mais parce que aujourd'hui c'est pas notre vocation. On prépare les gens pour porter des thématiques. Vous voyez ce que je veux dire? Pour porter des combats. Pour porter des combats. Oui. On va pas venir nous aujourd'hui et porter on va dire se spécialiser sur une thématique. Non. Aujourd'hui, nous, on veut préparer une relève qui porte des causes. Mais vous avez, Asma El Hadji, vous avez 26 ans. Oui. Ouais, vous avez, je crois, après avoir parcouru un petit peu votre curriculum vitae, votre parcours de vie, vous êtes issu de l'école publique, fille du peuple. Oui. D'accord, très à l'aise avec ça. Oui. Mais vous êtes sensible aussi à des sujets des sujets de société sur lesquels, qui sont ambiants chez nous. Au Maroc aussi ou... Moi, c'est juste, comme effectivement, donc je suis issue de l'école publique, mais ce qui est bien. Donc, je suis fière d'être produit de l'école publique, parce que ça m'a beaucoup apporté aussi. Ce que je reproche aujourd'hui et ce qui fait on va dire, ce qui a motivé aussi un petit peu ma candidature pour Tizi et ce que je fais. Et votre engagement, certainement aussi. Pardon ? Votre engagement aussi, non ? Mon engagement, exactement, c'est que c'est cette déconnexion entre, à part le milieu associatif, où on va faire des actions sociales, on va aider des démunis, c'est cette déconnexion entre le monde et la sphère politique et les jeunes au Maroc. On ne sait pas. Avant, il y a peut-être 5 ans ou 6 ans, je ne savais pas à quoi servaient des élections. Je ne savais pas quelle était la composition, comment se composait un gouvernement. Je ne connaissais rien sur rien.
Je savais que... Il y a encore 5 ans. Il y a encore 5 ans. C'est-à-dire que lorsque vous aviez 21 ans. Exactement. Et aujourd'hui, à 26 ans, vous y voyez beaucoup plus clair. Oui, beaucoup plus clair, oui. Mais pourquoi vous dites ça? C'est quoi? C'est par rapport à votre milieu social? C'est quoi parce que vous avez fait quand même des études, un master, donc vous avez, je veux dire, et même... toute l'école publique vous êtes une diplômée. Oui, je suis une diplômée. Voilà. Et donc vous me dites que moi, il y a encore 5 ans, oui, je ne connaissais rien à rien. Oui, je ne connaissais rien. Est-ce que c'est aussi de votre responsabilité? Est-ce que c'était aussi de votre faute? Ou est-ce que c'est simplement, ou alors c'est simplement, effectivement, cette élite qui est complètement déconnectée et qui déconsidère ou qui ne porte même pas un regard, je veux dire, responsable à l'égard de ces populations et des jeunes en particulier? Peut-être. La faute n'est pas... Quand on a un problème, ce n'est pas toujours la faute à une seule personne. C'est tout un système qui... Mais bien sûr, il y a une faute qui est peut-être la mienne, parce que je ne me suis pas assez intéressée. J'aurais cherché sur Internet, j'aurais compris. Mais peut-être que ce n'était pas ma priorité. À ce moment-là, peut-être que j'étais trop focalisée à faire mes études et que j'avais peut-être que ce n'était pas vraiment la priorité. Ou peut-être que je ne sentais pas aussi l'urgence. Et je voyais pas le lien. Pourquoi je vais faire ça alors que je vis ma vie au quotidien normal? Je prends le bus, je vais à la fac, je reviens, je mange et puis c'est tout. Peut-être que ça m'intéressait pas en tant que ça. Je réponds à des besoins primaires, c'est suffisant. Oui, voilà, je réponds à des besoins primaires, c'est suffisant. Peut-être aussi que c'est le problème aujourd'hui de nos partis politiques qui ne rendent pas ça, ou bien de plusieurs institutions politiques qui ne rendent pas ça assez ludique, assez attrayant pour des jeunes aujourd'hui qui ont le droit de vote. On perd une masse électorale, pas parce que les gens ne veulent pas voter, parce qu'ils ne sont pas convaincus par votre programme, mais parce qu'ils ne vous connaissent pas et ils ne connaissent pas votre programme. Vous pensez que c'est ça? C'est ça, vous, qui ce qui a été motivant pour vous? Moi, j'ai pas voté. J'avais le droit de vote à 18 ans. Je n'ai jamais, avant les dernières, je n'avais jamais voté. Donc, pas parce que je voulais pas, j'étais pas convaincue par le programme, mais parce que je ne connaissais pas, avant les programmes, je ne comprenais rien en politique. Je savais pas ce que c'était que la politique. Du tout. Du tout. D'accord. Et vous, le fait de être, je vais insister là-dessus, hein, le fait que vous êtes d'un milieu social, qui fait que vous avez fait tout le parcours que vous avez fait. Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça qui est un petit peu à l'origine du fait que vous étiez un peu déconnecté aussi, ou pas du tout? Je pense pas que ça soit ça, parce que en même temps on avait dans la fac on voyait quelques mouvements étudiantins qui avaient une relation avec quelques partis ou d'autres. On comprenait, mais c'était de gauche, voilà, un petit peu de gauche. Voilà, on savait qu'il y avait un petit peu parti islamiste aussi. Il y avait les progressistes conservateurs. Voilà. On voyait ça, mais la majorité n'était pas forcément intéressée par connaître, aller chercher plus ou connaître plus. Donc, parce que vous, en fait, quand vous aviez 20 ans, c'était il y a 5 ans. Enfin, il y a 5 ans, le paysage politique national a été complètement bouleversé. Il y a eu l'arrivée aux responsabilités du Parti Justice et Développement, c'était la première fois. Tout à fait, tout à fait. Donc, est-ce que toute cette dynamique-là aussi, de l'après-printemps arabe et autres, a fait que ça a conscientisé un petit peu Asma El-Haji ou pas du tout? Je rectifie juste une chose. Le fait de ne pas être du tout intéressé par le paysage politique ne veut pas dire ne pas être avisé par l'actualité politique. Mais vous suiviez l'actualité politique? Voilà. On savait plus ou moins, moi je parle de mon cas, je savais plus ou moins qui était à la tête de quoi, mais de là à aller contribuer et s'engager et faire quelque chose, ça s'arrêtait là. C'était juste comme si on suivait de l'actualité. Qui fait quoi? Mais avec beaucoup de distance. Oui, avec beaucoup de distance. C'est exactement ça. Par exemple, quand vous avez su que c'était le PJD qui avait gagné les élections, Abdelbenkiran, tout le truc, je vous ai dit, c'est bien. Après, c'est bien. Ouais. Non, pas c'est bien. Je sais pas. Non, pas c'est bien. Parce que c'était nouveau. Non, c'est bon à savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'ai l'info. J'ai l'info, mais puis je fais rien. Ouais. Mais quand on a 22 ans, comme vous à cette époque-là, ou 21 ans, qu'on est une jeune fille, étudiante, voilà, peut-être, je sais pas, au travers de vos convictions, est-ce qu'on se dit, ça va être compliqué, ou non, ça va rien changer? Non, on va pas justement, c'est ça le problème. C'est qu'on n'arrive pas à avoir un regard qui va analyser, qui va dire oui, mais quels seraient les impacts dans 5 ans? D'un point de vue sociétal aussi? Non, on n'analyse pas. On va connaître les grandes têtes, les grandes institutions politiques, mais on va pas faire plus. L'idéologie politique, par exemple, c'est pas quelque chose que vous avez pris en considération et que vous avez essayé d'analyser? Sur le tas, non. Et je pense que c'est pas juste mon cas, c'est le cas de plusieurs jeunes. Sur le tas, non. Vous allez connaître plus ou moins les idéologies de votre pays, vous allez connaître qui va être à la tête du parti, du gouvernement, et puis ça va s'arrêter là. C'est juste à titre d'information. Mais de là à faire le lien entre vous, votre vote, et tout ce cercle-là, ce circuit-là, ça va pas se faire. Et indirect. Et 5 ans après, Asma El-Haji de base. Pardon? Et 5 ans après? 5 ans après, Tizi m'a changé. C'est vrai? Oui. Est-ce que vous y voyez plus clair politiquement? Oui.
C'est vrai. Là, les tendances, les... Oui, on part... en fait, c'est des stades. D'abord, vous essayez de comprendre en profondeur les mécanismes, les rouages, et ensuite, vous vous renseignez, et ensuite, vous faites votre propre idée, qui est votre propre idée à vous, Et Asma El Hajib, qui n'est pas... Là, je lui pose la question, mais pas... Je pose pas la question à la présidente de l'association Tizi. Est-ce que, consciente aujourd'hui qu'on est au carrefour et qu'il y a une bataille idéologique qui est devenue d'ailleurs souterraine aujourd'hui, entre les ultra-conservateurs, conservatisme religieux, et puis les progressistes, et qu'il va falloir que peut-être que le Maroc, on ait pris un peu un étau là-dessus, et que il va falloir à un moment donné sortir la tête de l'eau. Et que est-ce que pour vous l'enjeu est là ou il est ailleurs? Non, l'enjeu est là et il est aussi ailleurs, dans la mesure où, comme je disais, pour moi, est-ce que les visages qu'on a aussi aujourd'hui dans la sphère politique, est-ce qu'ils ressemblent aux citoyens marocains ou pas? Parce qu'on a beau à discuter ce débat d'idéologie, d'idées, mais si on n'a pas un représentant... Regardez, aujourd'hui, on a presque 36 partis politiques, allez, un peu plus, un peu moins, ça dépend des fois. Et avec les idéologies, elles changent du jour au lendemain. Donc, de quelques partis, elles changent... Enfin, on n'a pas une idée claire... On n'a pas une idée claire de ce qui est... purement à part quelques partis, purement partis de gauche. Le PJD, c'est clair, non? Oui, le PJD, c'est clair. Si on prend d'autres exemples comme les partis de gauche, PSU, etc., c'est assez clair. Mais pour d'autres partis, non, ce n'est pas clair. Aujourd'hui, on est dans le flou. Donc, à part ce débat d'idéologie, le peuple, les citoyens, moi en tout cas, je vais adhérer pour la personne, d'abord, qui va Au-delà de l'idéologie. Peut-être, dans un premier temps. Est-ce qu'elle me ressemble? Est-ce qu'elle me représente? Physiquement? Bon, pas physiquement, non, dans ce qu'elle dit, la manière dont elle le dit, comment elle le dit, est-ce qu'elle pense qu'elle dit? Son analyse par rapport aux problèmes que j'ai aujourd'hui. Et ensuite, je vais peut-être m'attarder encore un peu plus dans l'idéologie. Parce que malheureusement, aujourd'hui, cette question d'idéologie n'est pas très, très claire par rapport à l'ensemble des partis politiques que nous avons. Vous êtes aujourd'hui, on est beaucoup plus, et vous êtes vous en particulier, beaucoup plus sur la forme, dans un premier temps, que sur le fond. Je dis que c'est la première chose qui attire d'abord, si on veut, parce qu'on a une population qui est jeune aujourd'hui. D'abord, la forme est quelque chose qui est très, très important. Il n'y a pas que ça. Mais d'abord, comment tu veux créer un lien, un contact avec quelqu'un si ta première impression, même en forme, n'est pas bonne? Pour qu'il t'écoute, il faut que tu sois accepté. Et ensuite, éventuellement, pour qu'il adhère. Est-ce que Asma El Hajib a une personne? Je ne vous demanderai pas le nom. Est-ce qu'il y a une personne aujourd'hui qui vous ressemble un petit peu ou pas? Au jour d'aujourd'hui. J'essaie de défiler tous les visages. Faites défiler les pellicules. Oui, il y a quelques-unes. Peut-être qu'ils sont pas... ou quelques-uns? Quelques personnes. Quelques personnes, quelques-unes. Donc, mais peut-être qu'ils ne sont pas directement là au pouvoir, mais voilà, il y a quelques... Donc, il y a quelques personnes qui ne sont pas directement au pouvoir. Enfin, qui n'ont pas directement la main sur les choses actuellement, mais c'est un bon potentiel. Ça encourage. Si je dis comme ça, Omar Balafrèche, je suis à côté de la cible ou je suis en plein dedans? Peut-être. Ouais, je pense que c'est ça, parce que ouais, c'est ça. Quand on est jeune aujourd'hui, comme vous. Pas que, c'est-à-dire que c'est sur les différents. C'est des profils en tout cas qui vous parlent. Peut-être, peut-être, pas entièrement, mais bon. Parce qu'il dit ou parce que déjà au départ, si je fais le lien avec ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que déjà quand je l'écoute, quand je le vois en tout cas. Déjà, c'est plutôt quelqu'un qui me parle. Avant même d'écouter, d'entendre ce qu'il dit. Alors parler, il faut rester aussi, il faut avoir une position, on va dire, un peu plus... Parler à tout le monde, pas qu'à une certaine... Et qui vous parle à vous, en tout cas. Pas qu'à une certaine catégorie. Le politique aussi parle à d'autres personnes. Si déjà, à partir du moment où il vous parle, il capte votre attention. C'est qu'il est susceptible de capter de l'attention d'autres personnes également. Mais il faut faire le lien aussi... Enfin, il y a vous aussi, mais il faut se dire aussi, est-ce qu'il est capable à toucher toute la plus grande partie aussi de mon pays, des citoyens de mon pays, etc. Donc, plus ou moins, il y a effectivement, on peut pas le dénier. Il y a quelques, bon. Oui. Si c'est effectivement, il y a des preuves, ce profil-là vous parle, il vous parle, c'est tout. Entre autres. Ce n'est pas le seul, mais en tout cas, il vous parle. Sur le débat public aujourd'hui, parce que Tizi aussi, c'est susciter le débat public. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'il
qu'il y a des espaces dynamiques de débat, aujourd'hui de débat et de débat contradictoire, parce que seule la contradiction peut faire avancer les choses et les causes. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui il y a du débat public ou pas? Pas tant que ça. On est le gap il est encore énorme. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses à faire. Les plateformes ne sont pas là. Pourquoi elles sont pas là? Les plateformes ne sont pas là parce que les gens ne sont pas là, l'envie n'est pas là, la volonté n'est pas là. Non, c'est pas là. Je pense pas que c'est un problème de volonté, mais les plateformes qui vont faire ce lien, parce que en fait, après tout et avant tout, c'est une question de confiance. Confiance des citoyens dans leurs institutions politiques. Maintenant, pour avoir un troisième acteur qui les partis politiques, ils essayent de tisser ce lien de confiance, mais encore une fois, si c'est un mauvais départ dès le début, si c'est un faux départ, il n'y a pas grand-chose qui va... Voilà, ça va être un peu compliqué. Donc, on devrait avoir une alternative qui va essayer de faire ce lien de retisser ce lien de confiance entre les institutions politiques et les citoyens. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est de la manque de confiance, c'est de la méfiance ou c'est de la méfiance ou c'est de la défiance? Parce qu'il y a une espèce de trois catégories. Est-ce que selon vous, c'est plus de la méfiance, plus de la défiance des citoyens et des jeunes en particulier? Ça commence d'abord par... ça dépend de votre catégorie, encore une fois, du niveau auquel vous êtes avisé. Le départ, la base, c'est un manque de confiance, et ensuite, c'est aussi quelque part de la défiance. Et comment on retricote du lien et pour... C'est le rôle de la société civile. Et aussi, les partis politiques doivent faire un effort. Aujourd'hui, on a une grande partie, regardez, aujourd'hui on est sur le digital, sur une plateforme digitale. Si on prend juste cet exemple-là, pour quelqu'un qui ne connaît rien à la politique, rien à un parti politique, il est sur le net, sur Facebook, il va regarder une vidéo. En contrepartie, nos partis politiques aujourd'hui se sont digitalisés très tard. Il y en a même ceux qui ne sont pas du tout aujourd'hui digitalisés. Donc ça, c'est un premier lien. Tu fais passer des messages ludiques, simples, et tu essayes d'abord de recruter ta population. Et ensuite, tu essayes de tisser ton lien de confiance. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est des alternatives citoyennes de la société civile, comme Tizi, qui va aujourd'hui créer les débats. D'abord, aviser les gens sur la problématique, et ensuite dire, vous savez, cette problématique-là, de laquelle on souffre, c'est d'abord une problématique politique. Donc, pour parler de cette problématique à décortiquer, on va inviter plein de différents paysages politiques et des experts, et puis ramener des gens qui vont d'abord être intéressés par la thématique, et ensuite ils vont découvrir et avoir un lien avec ces représentants-là dans le cadre de ce dîner. Et est-ce que du coup, parce que je sais que Tizi en a fait beaucoup, et a priori même sous votre présidence, il y en a plein d'autres qui vont se faire des conférences thématiques, mais pourquoi il n'y a jamais de... Est-ce qu'on est un peu dans la contradiction aussi? C'est-à-dire avoir des intervenants qui ne pensent pas forcément la même chose et qui ont des visions opposées. Et donc on a une démarche... Au contraire, c'est bien, on n'est pas là pour vendre une seule, ou présenter une seule façon de voir les choses. Au contraire, on est là pour dire, voici vos interlocuteurs, voilà ce qu'ils pensent, et ils se débattent, ils discutent les idées, leur façon, et c'est aux citoyens de se faire sa propre opinion. C'est vraiment ça le rôle de Tizi. Voilà, et sur des thématiques aussi différentes, qui concernent son quotidien. Qui soient politiques, qui soient économiques. Parce que le jeune aujourd'hui, vous êtes jeune encore, hein, oui. 6 ans, hein, même si vous allez échapper au retour du service militaire obligatoire. Ça vous fait marrer, ça? Oui. Pourquoi? Parce que c'est... un an près, vous étiez prise dans le TAC, hein? Ouais. Oui. Asma El Hajji, elle aurait pris... J'aurais pris le... Voilà, vous mais il faut être militaire au quotidien avec soi-même. Il faut que vos standards soient là. Donc, vous n'auriez pas besoin d'un service En tout cas, vous avez 26 ans, le service militaire, le retour des services militaires obligatoires, c'est pour les 18-25. Sur les jeunes de 25 ans comme vous, 25-26 ans, quelles sont leurs attentes particulières aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils aimeraient? Alors, fondamentalement, j'ai bien envie de vous dire qu'il y en a une grande partie qui sont malheureusement encore perdues, même à cet âge-là. Parce que quand on commence notre vie, on a un parcours, on a une vision de notre avenir, et malheureusement, juste après l'obtention du diplôme, il y a un choc qui se fait, et tout ce qu'on nous a vendu avant, on ne le retrouve pas. Donc, c'est-à-dire, on a fait ses études, on a été brillant pendant ses études, on a décroché... les attentes principales, c'est d'avoir un diplôme, un bon salaire qui va vous permettre un certain niveau de vie, et voilà, une autonomie. Schéma classique, quoi. Voilà, schéma classique. Donc ça se passe pas toujours. Non, ça se passe pas comme ça. Parce que entre temps, on vous dit pas ce qui se passe derrière les coulisses.
Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe dans votre pays. Pour vous, vous faites vos études, vous voyez à votre bac plus 5 grand maximum. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, l'échéance, c'était bac plus 5. C'était le cas pour moi. Moi, j'étais focalisé, conditionné. Voilà, tout allait bien jusqu'à mon bac plus 5. Et ensuite, normalement, avec mon master, je devrais trouver un travail. Ouais, assez facilement, tout va bien se passer en fait. Non. Et en fait, ça se passe pas comme ça. Non, là, vous découvrez la dure réalité de la vie. Voilà. Hein, ça veut dire les gens d'aujourd'hui ne sont pas, alors c'est marrant parce que c'est une génération, comme vous d'ailleurs, l'après 95, génération Internet. Première G, 2G, 3G, 4G, bientôt 5G, donc aussi ultra connectés et en même temps déconnectés des réalités après leurs études. Oui, mais après il faut voir le connecté, mais peut-être ça dépend ce qu'ils ont comme contenu sur leur téléphone, parce que des fois on a tendance à être connecté. Au contraire, ça fait l'effet inverse. Ça veut pas dire que vous êtes forcément connecté aux réalités de votre pays. Ça veut dire que vous êtes connecté aux réalités que vous voulez voir, que vous voulez vivre après. C'est-à-dire que jusqu'à 25, 26 ans, 27 ans, en fait, le temps d'arriver sur le marché du travail. J'ai envie de vous poser une question. Ouais. Est-ce que vous pensez que le fil d'actualité d'un jeune Marocain qui a 20 ans est similaire au vôtre? Non, parce que j'en ai 2 fois plus, moi. Donc c'est un peu logique. Non, même pas. Même par rapport au cercle aussi que vous côtoyez, par rapport au nombre de pages que vous aimez, à vos tendances, etc. Et donc ça fait un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'au contraire, des fois, ça peut renforcer la déconnexion. Mais je suis interpellé par le fait que lorsqu'on a fait des études comme vous, qu'on a un bac plus 5, vous, je crois que c'est un master en ressources humaines. Master en ressources humaines, et aujourd'hui et qu'on soit aussi déconnecté, j'ai l'impression que vous avez dit. C'était avant. Moi, il y avait une particularité dans mon parcours. Il y a eu un déclic qui s'est fait avant ce master-là, notamment grâce à Tizi. Mais ça s'est fait, c'était l'effet d'un hasard, vraiment. C'était le soldat Tizi m'a sauvé. C'était ça pour vous? Pardon? Le soldat Tizi m'a sauvé. Peut-être. Autrement, ça aurait été le vide sidéral, vous auriez plongé, ça aurait été compliqué de remonter la pente. Non, pas à ce point, mais peut-être j'aurais été un peu plus passive, comme une grande majorité aussi de nos jeunes qui sont passifs. Donc ils vont se donner aux activités associatives purement. Ils vont adhérer à des associations, ils vont faire un travail énorme, c'est super, mais c'est plus l'effet pompier. Vous trouvez des solutions à des problèmes, vous faites une caravane solidaire par-ci, par-là. Mais est-ce que ça règle? C'est ce que vous avez fait. Je crois que vous étiez engagé dans une association, Fédala, Lueur d'espoir. Tout à fait. Donc c'était votre cas, en fait. En fait, c'était ça. Je vais faire du humanitaire sur le truc pour me préparer. Non, pas pour me préparer, pour déculpabiliser, pour dire que je contribue. Et c'est bien, c'est le cas. C'est le cas, quand on fait du travail associatif, c'est bien, ça aide beaucoup de démunis, de personnes qui sont dans le besoin, mais ça ne fait pas qu'on ne contribue à résoudre le problème à la source. Mais en tout cas, on apporte sa contribution, c'est déjà pas mal. Mais ça serait mieux si on contribue à la source, pour l'avenir de vos petits-enfants, de vos enfants. 26 ans, aujourd'hui, je le répète, ça fait 3 fois je crois que je le répète. Hein. Oui, un peu plus quand même. Ça fait trop hein? Non, c'est bon. Hein? Quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur le Maroc en mouvement, le Maroc dynamique, considérant que Asma El Hajji, je le répète, fille du peuple, qui a fait tout son parcours dans l'école publique, qui a obtenu un master en ressources humaines, un master en ressources humaines, et aujourd'hui je prépare qui a fait de l'associatif et qui est présidente de l'association Tizi. Qu'est-ce que le regard un petit peu, dynamique que vous portez sur notre environnement Maroc? Quel est-il? Vous savez, je pense qu'il y a espoir. Tout n'est pas. Si je suis engagée aujourd'hui, c'est que je pense qu'il y a réellement espoir, et je pense que comme j'ai changé, et peut-être que j'ai de l'impact. Après, c'est à discuter. Peut-être qu'aujourd'hui que j'ai un impact minime. Peut-être que dans le futur j'aurai un impact peut-être plus grand. Beaucoup de personnes vont changer et peuvent porter vraiment cette cause d'un avenir. C'est vous. Regardez, il y a une caméra là. Vous avez 26 ans, je le répète. De par votre parcours, de par votre histoire sociale. C'est pas énorme, mais vous savez qu'aujourd'hui au Congrès, on a une femme qui a 29 ans. Enfin, faut arrêter quoi. 26 ans, c'est trop tard. C'est déjà trop tard. Oui, moi, je pense que j'ai 26 ans, c'est trop tard pour avoir cette. Je trouve que c'est trop tard pour avoir cette réflexion. J'aurais dû être avisée plus. À 18 ans. À 18 ans, oui. Normalement, quand tu commences à avoir le droit de vote, tu devrais être au courant de comment ça se passe. Si tu veux vraiment être 26 ans, c'est trop tard. Ouais, pour moi, 26 ans, c'est trop tard. Aujourd'hui, on a des exemples dans des partis, dans des jeunesses de partis politiques qui sont avisés à un âge plus. Parce qu'ils sont peut-être engagés beaucoup plus tôt en politique. Aussi, peut-être qu'ils ont eu cette chance-là, mais cette chance-là doit être le cas. Ça doit être le cas pour tout le monde. En tout cas, vous, le regard que vous portez sur l'environnement Maroc, quel est-il?
Aujourd'hui, chantier ouvert, la réforme de l'école, chantier ouvert, formation professionnelle, tout est en gestation. On est en train de gérer tous les retards en matière de pression démographique, parce qu'il faut plus de services publics, tout le monde est en attente, très exigeant. Et l'État, pour la faire très court, n'a pas les moyens de pouvoir subvenir aux besoins de tout le monde, en tout cas. Il fait ce qu'il peut. Donc vous, du haut de vos 26 ans, qu'est-ce que vous en pensez? C'est compliqué, effectivement, il n'y a pas de doute. Par contre, je pense qu'on mise trop sur les moyens, le matériel, et on oublie l'humain. Si vous prenez n'importe quelle thématique, alors là, je peux même faire un petit challenge, que vous preniez l'emploi, que vous preniez l'éducation, que vous preniez n'importe quelle autre thématique, je pense que toutes les politiques publiques, on va s'acharner sur la stratégie, la mettre en œuvre pour résoudre un problème X ou Y, mais on va oublier le capital humain de ces thématiques-là, la partie prenante. On va prendre l'éducation, on va faire toute une réforme pour les écoles, pour la pédagogie, pour les supports, on va oublier le formateur, l'éducateur qui lui porte ce message, même si tu lui donnes la meilleure école possible avec les meilleurs moyens, si lui il se sent dénigré, il n'est pas motivé, il va pas porter ton message. Donc les parties prenantes humaines, le capital humain ne sont pas mis aujourd'hui dans le processus de la décision des stratégies, des politiques publiques. Pourtant c'est les humains qui décident pour des humains. Oui, mais ces humains, en fait c'est ce piège de se déshumaniser. En quelque sorte. Quand on est, il y a du stress, on prend le pouvoir, c'est bien, on doit faire avancer les choses, mais on oublie que c'est vous qui faites la différence. Donc vos stratégies doivent être axées d'abord vers recentrer l'humain, c'est ce que vous considérez. Et aujourd'hui, et d'où la vocation aussi de Tizi pour renforcer aussi cet esprit de leadership, c'est ça ce qu'on dit. On dit que c'est pas facile. C'est fait pour ça. Vous auriez pas les moyens. C'est un contexte difficile, compliqué. Mais la seule clé de réussite, c'est vous. C'est l'être humain lui-même qui va croire en sa cause, en ce qu'il veut faire. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce paysage de notre Maroc, un peu compliqué, je pense qu'on doit... les moyens, c'est bien, aller chercher des investissements, c'est très bien, penser des stratégies, le matériel, tout ça, c'est bien, mais il faut qu'on se focalise un peu plus aussi sur l'humain, descendre, comprendre c'est quoi ses attentes, impliquer les éducateurs dans le processus de la réforme d'éducation, c'est très important. C'est lui qui va le porter. S'il n'est pas convaincu, éducateur, c'est enseignant, vous voulez dire? Enseignant, oui. Mais j'insiste sur éducateur parce que c'est un rôle d'éducation aussi. Est-ce que c'est pas dépassé? Est-ce que c'est pas trop tard? Non. Aujourd'hui, on nous parle de l'école numérique, l'instituteur 2.0. Non, pas du tout. Au contraire, on apprend sur des tablettes. Non, pas du tout. Je pense que c'est le seul train qui nous reste qu'on ne doit pas rater. Le train, c'est-à-dire le train régional? Non, pas le train. Ça vous fait marrer? Non, le TGV, il est là déjà. Oui, le TGV, il est là, c'est bien. Mais donc, ça veut dire qu'il est pas... Le TGV, c'est du 320 km/h. On dit que la 5G, c'est des milliers de données, d'informations à la vitesse de la lumière, à la vitesse du son. C'est pas la même chose parce que c'est soit ça passe, soit ça casse. Et vous avez un seul. Si vous mettez, juste pour qu'on se remette un petit peu sur le sujet de l'éducation et le fait qu'il faut pas déshumaniser ça parce que vous avez un acteur physique, humain, qui vous ressemble, qui est capable de vous faire passer un message, n'importe quel message. Du message destructif du bon message au très bon message. Ouais. C'est clair qu'il faut investir sur cet acteur-là. Vous avez eu des profs, des instituteurs, des institutrices dans l'école publique. Oui. De qualité qui ont fait passer un bon message. Les uns de très très bonne qualité qui m'ont marqué et d'autres, on va dire, qui m'ont marqué, mais d'une autre manière aussi. C'est ça ce qui fait. Plus négativement, oui. Vous êtes parfaitement bilingue. Oui. Voire trilingue. Oui. Voilà. Donc ça veut dire que l'école publique aujourd'hui est en capacité de produire, entre guillemets, des personnes comme vous. Tout à fait. Et pourquoi on veut la réformer? Mais il faut que ça soit la règle générale. C'est pas généralisé. Il ne faut pas que ça soit une exception. Parce qu'il y a un effort sur l'étudiant. Oui. Vous savez, vous pouvez avoir juste un professeur durant votre parcours de collège qui va vous marquer, qui va dire non, il faut faire ceci, il faut faire cela. Va regarder, je sais pas, des films sous-titrés, tu vas apprendre. Et il peut vous empowerer. Vous donner ce motto. Ça veut dire que tout dépend en fait du profil de l'instituteur ou du professeur. C'est pas en grande partie. Le problème n'est pas dans les manuels scolaires. Non. Et pourquoi on nous dit que le manuel scolaire c'est problématique de... Ça peut être problématique. Vous savez, une phrase
je peux la véhiculer avec un message et l'orienter très positivement, comme vous pouvez la véhiculer avec un message et la rendre très négative. Ça dépend de la personne qui véhicule ce message. Cette personne-là, l'instituteur, il doit être très intelligent émotionnellement parlant. Il doit être... pardon. Il doit être très intelligent émotionnellement parlant. Il doit être bien. Il doit se sentir reconnu. Et ça doit être la crème de la société, parce que c'est lui qui va vous produire vos 30, 20 élèves qui vont porter vos entreprises, vos institutions publiques, vos. Donc c'est clair que ça doit être... Donc la proposition d'Asma El Hadji sur la réforme de l'école du système éducatif, c'est de réhabiliter l'instituteur et les instituteurs, les éducateurs. Ça doit être la crème de notre société aujourd'hui. Et on n'a pas besoin de toucher au manuel scolaire, on n'a pas besoin de toucher à mettre de l'anglais beaucoup plus tôt. Moi, c'est pas qu'on n'a pas besoin, on a besoin de revoir ça. Mais l'instituteur, quand vous voulez qu'un instituteur fasse passer un message sur lequel il n'est pas d'accord. C'est-à-dire d'un point de vue valeur, principe, oui. Idéologie. Oui. Il y a de l'idéologie aussi à l'école. Oui, il y a de l'idéologie. Et ça joue au fait, ça oriente les... pas forcément, mais... On voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui, quand il y en a qui disent « Ah, hashtag ». Là, Zanka d'y aller, donc c'est là où on voit que donc la genèse en fait c'est l'école. La jeunesse c'est l'école. Et le marqueur de l'instituteur ou l'institutrice ou le professeur. Sans doute. Et là pour vous c'est une fracture aujourd'hui, parce qu'on dit que oui, la deuxième fracture c'est une fracture aujourd'hui qu'on retrouve. Oui, c'est une fracture, parce que là je parle et je pense il y a des images qui me reviennent d'un professeur qui rentre dans lui déjà il est mis à part l'environnement qui doit être bien d'abord pour lui, pour qu'il se sente bien, parce que c'est son lieu de travail. Mais lui déjà, qui est d'une formation, qui enseigne une autre formation. Vous avez des profs de philo qui vont enseigner le français, des profs d'éducation, enfin d'arabe qui vont enseigner, je sais pas, l'éducation islamique, des profs de sciences qui vont enseigner. Enfin, ça va dans tous les sens aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une différence, un écart entre le professeur de français qui enseigne le français et le professeur d'arabe qui enseigne l'arabe? Non, il n'y a pas d'écart. C'est pas... Non. C'est les mêmes... Pardon, j'ai pas l'écart, l'appareil cérébral, le mode de fonctionnement, la vision du monde entre un professeur de français qui enseigne le français, mais qui est marocain, et un professeur d'arabe qui enseigne l'arabe et qui est marocain. Non, je pense pas, parce que vous êtes là pour faire transmettre un savoir, c'est de la science. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un savoir, c'est des règles. Je pense pas que... Après, l'arabe, c'est la langue. Vous êtes là pour transmettre les ABC de la langue arabe, les règles, et un instituteur de français, il est là pour transmettre justement ce message de langue. Mais donc, normalement, la langue, c'est pas forcément les mêmes codes. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, j'ai pas bien saisi la question. C'est pas forcément les mêmes codes, c'est-à-dire que il y a derrière une langue, quelle qu'elle soit, il y a une histoire, il y a un patrimoine, il y a un fonctionnement mais le message principal, c'est que je vous communique une langue que vous devez vous approprier pour parler, c'est tout. Il doit pas y avoir... sans chercher à comprendre et à analyser. Non, chercher à comprendre et à analyser quoi. Si on parle de l'histoire, d'autres sciences, je suis d'accord. Mais là, c'est une langue. Je suis quelqu'un qui va... Enfin, et on a eu des profs aussi je parle de mon cas, j'ai eu des profs qui m'ont marqué par leur amour à la langue arabe, l'orat dad, c'est fabuleux, et les règles, la beauté, la poésie, c'est ça. C'est un prof qui doit être passionné, un instituteur qui doit être passionné par son savoir. Donc pour vous, en fait, tout l'enjeu est centré essentiellement sur le profil de l'instituteur. Moi je dis en grande partie. Les pédagogies c'est bien, les ressources, les manuels scolaires c'est très bien, les programmes, mais les profs doivent être impliqués, les instituteurs doivent être impliqués. Il faut qu'on mise sur eux, parce que au final tu lui donnes tous les moyens et tu le mets pendant 2 heures avec 20 personnes qui sont l'avenir de ton Maroc dans 10 ans. Donc c'est forcément lui qui a les clés. Il faut qu'il soit conscient en fait de l'enjeu. Dernière petite question justement sur l'enjeu modèle développement, sur les trucs intergénérationnels entre les jeunes et entre les jeunes et les moins jeunes, entre les riches et les moins riches, entre les gens issus de contrées différentes et de régions différentes. On va tout mettre en fait dans une espèce de grande cuvette. Et puis il faut arriver à sortir avec un vivre ensemble. Alors, je ne sais pas si c'est un vivre ensemble ou c'est cohabiter, mais en fait l'enjeu est là aussi. Pour les valeurs et les principes de chacun. Un vivre ensemble, parce que cohabiter, c'est-à-dire se partager le même territoire, mais chacun pour soi. Co-vivre, je ne pense pas qu'à moi-même. Si je suis dans l'axe Casaraba, c'est pas le Maroc. Donc pour vous, il y a un véritable enjeu aussi là-dessus. Il y a un véritable enjeu là-dessus. C'est une prise en conscience du vrai Maroc en fait. Parce qu'on en est plus dans notre petite boule. Le Maroc, ça commence à Tanger, ça finit à la limite Marrakech, Agadir, mais que c'est pas ça. C'est pas la côtière. C'est on va dire le modèle de développement du pays qui a fait à ce que la partie urbaine côtière soit plus ou moins développée que la partie rurale, historiquement parlant. Même après, on va dire.
le protectorat, le nouveau modèle de développement, l'ouverture, on va dire, du Maroc sur la mondialisation. C'est la côte, c'est là où ça se passe, c'est les échanges, etc. Mais tu as Maroc derrière. Tu as des citoyens marocains derrière. Donc ça a créé des disparités sociales. On va dire, c'est la cause économique dans ces critères a fait qu'il y a eu une disparité sociale, que l'urbanisation a été plus faite sur les côtes et que ça soit pas que ça soit pas le même cas sur donc il faut s'occuper du monde rural aujourd'hui. S'occuper du monde rural, tout à fait, tout à fait. Parce que le monde rural pour arriver à des parce que sinon on va retomber dans le même problème. Il y a quand même des choses qui arrivent. Il y a même au monde rural, vous pouvez vous connecter, vous pouvez avoir la 3G, enfin il y a accès à l'information. Ils sont à la 4G, le monde rural, ils sont pas qu'à la 3G. Oui, 4G, 3G, en tout cas, accès à Internet. Mais, et ça va faire voir que ça va changer leur perception de la réalité. Ils vont voir un autre Maroc, ils vont avoir d'autres attentes. Ça va faire aussi, ça va être aussi une petite boule à retardement en disant, voilà, pourquoi c'est... Enfin, tout le monde va avoir les mêmes droits, veut consommer, veut vivre dignement. Tout à fait. C'est tout à fait et des fois, même d'autres attentes. Moi, je veux ressembler à d'autres pays. Je sais pas, je veux avoir pourquoi, dans un pays tel ou tel, ils ont ce droit-là, pourquoi pas moi? Bah oui, mais il faut que tu t'intéresses, faut le ramener dans un circuit plus logique, dans un engagement politique pour qu'il comprenne les ressources de son pays d'abord, les limites de son pays, les points forts, les points faibles, le circuit politique, etc. Donc c'est logique. Et puis se mettre au travail aussi. Oui. Parce que vous avez beaucoup travaillé, vous. Ah oui. Pendant très longtemps, vous êtes levé très tôt le matin, non? Vous n'avez jamais eu de problème, vous aurez jamais eu de problème avec GMT+1 ou GMT-1? Non, enfin, ça un petit peu ce matin, oui, quand même. Ce matin, un petit peu, oui, quand même. Parce que vous aviez des appréhensions sur le débat? Non, pas du tout. Non, c'est juste que c'était un peu difficile. C'est peut-être je le répète aussi, ça fait un mois quasiment jour pour jour, vous êtes président de l'association de Tizi, et c'est votre première sortie médiatique aussi. Oui, c'est ma première sortie médiatique. Donc merci en tout cas de l'avoir réservé à l'Info en face. Merci à vous, merci à l'Info en face et merci à toi, Rachid. Et juste dernière petite question, pour les prochains événements de l'association Tizi, il y a quelque chose qui est prévu dans, je pense peut-être maintenant début de l'année. Oui. Alors on est en train de travailler sur des conférences, notamment sur les sujets d'actualité pour approcher la loi de finances notamment, donc qui va arriver en janvier. Ça va démarrer en janvier. Oui, en fait c'est ça, c'est une logique on ramène la thématique, venez, ça vous intéresse, très bien, on a des personnes qui sont censées travailler sur ça, qui doivent en parler. Ensuite on mène une grande campagne de recrutement aussi en janvier, donc je saisis l'occasion pour inviter tous, pour lancer un appel. On a des antennes partout, enfin un peu partout au Maroc. Donc Marrakech, Tanger, Agadir, notre siège à Casa, à Lyon et à Tizi Ouzou à Lyon et à Paris aussi. D'accord. Donc je lance un appel à toutes les personnes intéressées pour nous rejoindre. Toutes les forces vives. Exactement. Pour façonner un Maroc meilleur, tout à fait. Merci en tout cas. Merci, c'est moi qui vous remercie. À vous. Merci. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Tizi. Merci à vous donc et je vous souhaite une belle journée. Merci, c'est moi qui vous remercie, Rachid. Merci énormément.